Les chemins de la connaissance, cette semaine, l'art contemporain en son marché par Philippe Piguet. Aujourd'hui, Raymond de Moulin, le marché de l'art mis à nu. Jadis réservé à la délectation d'un petit nombre, confiné à une géographie centralisée, portée par une économie artisanale, l'art contemporain est aujourd'hui l'objet de toutes les sollicitations. Musées, galeries, biennales, foires, ventes aux enchères, commandes publiques. Le champ de ces activités s'est considérablement multiplié. Au cours des 4 dernières décennies, son marché a évolué, il s'est médiatisé, professionnalisé. Conservateurs, marchands, critiques, commissaires-priseurs et collectionneurs sont devenus les acteurs d'une aventure qui, si elle demeure centrée autour du phénomène de création, n'en relève pas moins du monde des affaires et de l'entreprise. Les mécanismes qui gouvernent le marché de l'art contemporain sont semblables à ceux d'une société au cœur de laquelle l'argent et la communication occupent une place de premier choix. Mais qu'en était-il dans les années 60, à l'époque de l'avènement de cet art contemporain? Raymond de Moulin, sociologue, fondateur du Centre de sociologie des arts à l'École des hautes études en sciences sociales. À ce moment-là, il est vrai que pour l'essentiel, l'art qu'on appelait à ce moment-là l'art de mouvement, pas encore l'art d'avant-garde, on disait l'art de mouvement ou l'art vivant, qui était souvent l'art abstrait, avec quelques artistes qui n'étaient pas abstraits comme Dubuffet, mais qui n'étaient quand même pas dans la figuration traditionnelle. Cet art-là dépendait essentiellement du marché, parce qu'il n'était pas compris ni acheté par les institutions. Donc, cet aspect du rôle de l'argent dans le domaine de l'art m'a intéressée dès le départ. Non pas en tant que, disons, l'argent pour l'argent, mais parce que c'était le moyen d'existence des artistes et le système d'organisation de la vie artistique qui était à ce moment-là le marché. Tandis que 25 ans après, pour cet art-là, qui s'appelle maintenant l'art contemporain, parce que quand on dit art contemporain, on pense en général aux arts plastiques, plutôt qu'à la danse ou à la musique. Et quand on dit art contemporain, on pense aussi à une partie de la production des artistes vivants, et non pas à toute cette production. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes vivants qui, malheureusement pour eux, ne sont pas tenus pour contemporains. L'art contemporain, c'est plutôt un label qui concerne toutes les productions artistiques non répétitives, non routinisées, en renouvellement permanent et en recherche. Eh bien, 25 ans après mon premier ouvrage, pour cet art-là, il y avait le soutien conjugué des institutions et du marché. Et même, ça a été particulièrement net dans les années 80, parce que dans les années 80, alors que le soutien de l'État venait quand le marché était déficient, eh bien, au début des années 80, on a eu un quasi-paradis, entre guillemets, pour les artistes, paradis pour certains d'entre eux au moins, parce qu'il y avait conjugaison d'un soutien public très accentué, en même temps qu'un marché prospère sur le plan international. Le succès des artistes dans les années 50 était un succès longuement différé. Le temps s'est raccourci beaucoup. Les artistes ont eu un succès beaucoup plus jeune. Et c'est la dimension internationale qui a remplacé la dimension du temps. Ce qui importe aujourd'hui, c'est non pas d'avoir été un artiste longuement mûri, mais d'être un artiste qui est devenu rapidement un artiste international. L'analyse que vous faites des mécanismes, tant économiques que sociaux, de la construction de la valeur de l'art, évidemment, est une analyse qui met en exergue des critères fondamentalement différents entre la période, je dirais, d'émergence et d'avènement de cet art contemporain et ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui définissait ou qu'est-ce qui caractérise les critères dans les années 60, c'est-à-dire au début de l'avènement de cet art contemporain? Je ne sais pas si c'est tellement différent. C'est plus rapide, c'est accéléré, et les réseaux sont plus complexes, mais il y a quand même quand on parle des spéculations actuelles et des effets de mode,
je les ai connus dans les années fin des années 50, début des années 60, avec de fortes spéculations sur des artistes. Par exemple, un collectionneur me disait volontiers, j'en ai acheté 46, j'en ai gardé 5, je pense que c'est bien. Il avait revendu tous les autres. Et je pense qu'il y avait ces mouvements spéculatifs, mais à un rythme moins accéléré, et pourtant sur des artistes moins jeunes. Pour employer des noms propres, quand il y a eu une spéculation sur Bernard Buffet ou sur Poliakov, ils avaient déjà 40 ans. Quand il y a maintenant des mouvements de mode et de spéculation, il s'agit des artistes qui ont éventuellement moins de 30 ans, ou en tout cas entre 30 et 35. Tous les marchés de l'art sont des contextes dans lesquels l'incertitude est très forte. Incertitude sur ce que les économistes appellent la valeur fondamentale, c'est-à-dire la valeur artistique pure en quelque sorte. Mais malgré tout, en ce qui concerne l'art classé, et en particulier le noyau dur de l'art classé, les œuvres phares, comme disait Baudelaire, qu'il s'agisse de, quand on a vu le prix énorme d'un Rubens, le prix d'un Mantegna, le prix d'un dessin de Michel-Ange, là, ce sont vraiment des œuvres rarissimes, des œuvres que les historiens de l'art s'entendent pour considérer comme représentant l'excellence artistique. Donc là, il y a à la limite pas de limite de prix. Le prix, c'est celui que l'acheteur qui en a envie peut payer. Et il paie souvent des sommes énormes. Le temps s'accélérant, il n'y a pas d'art classé contemporain. Non, je ne l'appellerai pas un art entré dans le patrimoine historique. Il est un art qui est dans l'antichambre de l'histoire. C'est un art du présent. Et c'est pourquoi il est extrêmement intéressant. Moi, je le trouve passionnant. Parce que avec l'art du passé, on n'a pas de contact avec les artistes. Là, l'art du présent, c'est aussi les artistes qui font cet art-là. On est dans l'effervescence de la création artistique. Mais c'est un art, forcément, où l'incertitude est majeure. Dans le passé, il y a aussi des zones d'incertitude. C'est qu'on peut se tromper sur l'authenticité des œuvres et il y a aussi une révision des valeurs. Il y a des moments où on s'intéresse à des petits maîtres du passé parce que ils se montent un courant de mode et une opération sur eux. Mais dans l'art contemporain, il me semble, je défends cette idée que l'art contemporain, les valeurs artistiques se constituent à l'articulation du champ artistique et du marché. Et dans le champ artistique, c'est un petit peu comme les produits pharmaceutiques. Dans les produits pharmaceutiques, il faut d'abord qu'il y ait un certain nombre de spécialistes qui disent ce médicament-là, vous pouvez le prendre. Il y a tout un argumentaire qui garantit le médicament avant qu'il soit mis sur le marché. Eh bien, pour l'art, il y a un travail qui est fait par les conservateurs de musées, les critiques d'art, les administrateurs de l'art, surtout, disons, les critiques, les historiens de l'art contemporain, les conservateurs, pour certifier la valeur, dire que c'est de l'art. Il y a eu une opération assez amusante de ce côté-là, quand Fred Forrest a vendu son mètre carré artistique, il y a une déclaration de Pierre Restany qui dit « Je certifie que ce mètre carré artistique est une œuvre d'art. » Et ça, c'est très important comme définition d'expertise. Parce que dans l'art ancien, on dit l'œuvre est bien de tel auteur, de telle époque, et on la garantit dans son authenticité. Tandis que là, on le valide comme art. On dit, vous pourriez penser que ça n'en est pas, mais moi, expert, je dis que c'est de l'art. Question de certification. C'est une certification, une validation de l'art comme art. C'est un peu le geste indéfiniment renouvelé de Duchamp, qui prend le porte-bouteille et qui dit « c'est une œuvre d'art ». Eh bien, le réseau culturel travaille en étroite interdépendance avec le marché. C'est-à-dire que ces œuvres qui sont certifiées, quand elles sont mises sur le marché, elles ont un prix. Et ce prix, en quelque sorte, contribue à confirmer ou à infirmer la certification qu'ont fait les experts. Et ça apparaît par le fait que, par exemple, dans les biennales, qui sont des expositions tout à fait dites culturelles,
on voit les collectionneurs s'entendre avec des marchands pour retenir d'avance, quand on est à la Biennale de Venise, ce qui va se vendre à la foire de Bâle. Et quand vous êtes à la foire de Bâle, qui est la première foire internationale, eh bien, il y a tout un secteur de la foire qui est pratiquement un musée. Et avec des œuvres sur commande très impressionnantes, souvent présentées par des conservateurs de musées. Donc il y a interférence dans l'espace entre des espaces qui sont de vente et des espaces qui sont quasi muséaux, et les acteurs constituent des réseaux complexes dans lesquels interviennent des acteurs culturels et des acteurs économiques. Et parce que si vous prenez Daniel-Henri Caneballer, le personnage important, c'est le marchand, qui travaille avec un certain nombre de critiques, et c'est lui qui choisit une écurie d'artistes et qui les défend essentiellement. Maintenant, nous avons encore de grands marchands, mais ils n'agissent pas tout seuls. C'est presque un club qui est à l'origine de la valorisation de l'artiste. Dans ces clubs, il y a des collectionneurs qui sont à la pointe des recherches artistiques, il y a un marchand, il y a des critiques, il y a tout un monde autour de l'artiste, un petit monde de l'art, comme dit Howard Becker, petit ou grand monde de l'art, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle Les mondes de l'art. Nous voyons que les autorités du monde de l'art ont le pouvoir d'homologuer la qualité artistique d'une œuvre, mais que ce pouvoir est souvent contesté. D'où l'impossibilité de satisfaire les esthéticiens qui voudraient pouvoir distinguer ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas, selon des critères décisifs en harmonie avec l'action des autorités artistiques. Nous voyons aussi qu'en principe, tout objet ou toute action peut recevoir une légitimité artistique, mais que dans la pratique, chaque monde de l'art soumet cette légitimation à des règles et à des procédures qui, si elles ne sont ni irrévocables ni infaillibles, n'en rendent pas moins improbable l'accession de certaines choses au rang d'œuvres d'art. Ces règles et ces procédures sont enfermées dans les conventions et les schèmes de coopération qui permettent au monde de l'art de mener à bien leurs activités ordinaires. Howard Becker, Les mondes de l'art, 1982. Qu'est-ce qu'il en est de ceux finalement à qui s'adresse cette production artistique, c'est-à-dire le public lui-même? Comment, dans le cadre d'ensemble de toutes ces transformations et de tous ces mouvements, comment ce public, vous le voyez avoir évolué, au regard notamment aussi du marché de l'art? Quand on voit les enquêtes sociologiques sur les publics, il est évident que l'art contemporain n'est pas connu, et n'étant pas connu ne peut pas être apprécié de la majorité des publics. Le marché stable, celui qu'on voit en Provence par exemple, ce sont les faux Cézanne avec la montagne Sainte-Victoire, ce sont les oliviers tordus à la Van Gogh, c'est partout cet art-là, qui de plus de surcroît n'est pas très cher, il a une clientèle assurée. L'art contemporain, c'est beaucoup plus difficile. Il y a la clientèle des institutions, surtout pour les grandes œuvres qui sont coûteuses, qui exigent de l'espace pour être présentées. Et il y a des collectionneurs, et il me semble qu'en France, il y en a davantage, ou tout au moins qu'on les connaît mieux. Parce que... Davantage qu'il y a une quarantaine d'années. Oui. Parce qu'il y a un côté dans l'art contemporain, et ça c'est plus vrai encore aux États-Unis et en Angleterre peut-être, mais ça se trouve en France aussi chez les jeunes collectionneurs, un côté punch, un côté fun qu'ils aiment beaucoup dans l'art contemporain, et qui fait que un certain nombre de jeunes collectionneurs s'intéressent à l'art contemporain sûrement, mais il n'en reste pas moins que la différence avec le passé, c'est que les jeunes artistes sont chers dans certains cas, ce qui ne permet pas, quand ils sont à la mode, ils sont chers. Donc ça ne permet pas de les acheter aussi facilement. Tout le monde ne peut pas les acheter. Mais l'art est-il encore aujourd'hui un objet de placement? Ah, je crois que oui. Il ne peut pas être exclusivement ça, parce que, et moi je crois que, d'abord, sur le terme spéculateur, il faut réfléchir un peu, parce que on dit souvent, c'est le langage des artistes et c'est le langage des ateliers,
la spéculation sur l'art contemporain. Or, le spéculateur, dans sa définition économique, c'est celui qui achète avec l'intention de revendre et dans l'ignorance du prix futur. C'est-à-dire qu'il fait un pari et que, normalement, ce qui gagne, c'est la récompense d'un pari réussi. Mais il a toujours l'intention de revendre. Tandis que beaucoup de ceux qui achètent de l'art n'ont pas l'intention de revendre. Ils revendent parce que leur goût évolue, parce qu'ils n'aiment plus ce qu'ils aimaient autrefois, parce qu'il y a un itinéraire du goût. Mais acheter pour revendre systématiquement, ça existe chez certains d'entre eux. Dans les années 60, c'était plutôt des agents de change qui achetaient beaucoup à la fois pour revendre. Ensuite, un grand collectionneur banquier m'avait dit à cette époque-là, j'en achète beaucoup de chaque, une trentaine, c'était les grands artistes abstraits de l'époque, j'en revends 25 et j'en garde 5. Et en gardant 5 de chacun, j'aurai forcément 5 de celui qui sera reconnu comme le meilleur. Alors, c'était un calcul rationnel, si on peut dire. Mais quand on dit que si on achète des tableaux anciens, la plus-value qu'ils acquièrent, si c'est une belle œuvre, c'est souvent une plus-value très importante. Dans l'art contemporain, la somme est moins importante, mais par rapport à ce qu'on a engagé, la multiplication, c'est multiplié par 10 ou par 20 ou par 30. Seulement, dans l'art contemporain, il faut spéculer, il faut anticiper, acheter tôt et participer du mouvement qui fait l'opinion. Les mécanismes que vous décrivez semblent être davantage ceux d'une bourse de l'art que du marché de l'art. Eh bien, en fait, c'est très différent. Les gens qui veulent faire des investissements en art prennent un pari très risqué. Parce que dans la bourse, il y a de multiples vendeurs et de multiples acheteurs. En art, il y a un vendeur qui vend une œuvre et un nombre limité d'acheteurs pour l'œuvre. Dans la bourse, et c'est la différence majeure, toutes les unités sont interchangeables. Une action de je ne sais quelle entreprise est exactement la même que une autre action de la même entreprise, tandis que deux œuvres d'art, même du même artiste, ne sont pas identiques. Et a fortiori d'un artiste à l'autre. C'est une marchandise, entre guillemets, absolument différenciée. Et ça, c'est la caractéristique tout à fait majeure de l'art, et qui fait qu'elle ne peut pas être confondue avec d'autres marchandises. Une autre différence, c'est que les cours de bourse sont connus, tandis que le marché de l'art n'est pas transparent, sauf les prix de vente publique. Et encore, les prix de vente publique, il faut que ce soit les initiés qui sachent exactement dans quelles conditions ils ont été obtenus. Et enfin, dans la bourse, il y a une cotation en continu, tandis que pour les œuvres, il y a 2 saisons de vente, et puis une œuvre, on ne sait pas, on n'a pas de chiffres de manière continue sur l'évolution de sa valeur. Est-ce que vous ne pensez pas que la professionnalisation galopante de ce milieu, les principes, je dirais, de mondialisation qui finalement sont appliqués au marché de l'art vont transformer ce que vous venez de décrire et que le marché de l'art deviendra une bourse? Je ne pense pas que ça puisse. Ou alors l'art n'existera plus en tant que tel. Parce que. Ce ne sera pas le même art. Ce ne sera pas le même art, ce sera l'art à l'état gazeux, si vous voulez, comme dit Michaud. Mais où ce sera la world culture, l'industrie culturelle, où tous les objets peuvent, dans certains cas, être équivalents. Mais par exemple, quand vous avez un livre est équivalent à un autre livre, mais pas le manuscrit. Le manuscrit de Proust, il est unique. Et l'œuvre d'art telle qu'elle existe actuellement sur le marché est encore unique et demeure en nombre limité. Et les textes juridiques maintiennent cette notion de rareté. Un objet peut être dit œuvre d'art que selon une certaine définition
qui est adoptée par la communauté européenne et aussi dans la juridiction française dans le code fiscal, elle doit être en nombre limité. L'un des vecteurs dynamiques du marché de l'art, dans une manière très spécifique, c'est le mécénat. Ah oui, le mécénat n'est pas, me semble-t-il, aujourd'hui la clé de voûte du système d'organisation de la vie artistique. Je pense que la vie artistique, c'est la conjugaison des institutions publiques et du marché. Mais toutes les mesures prises par l'État, qui sont des mesures fiscales en faveur du mécénat, me paraissent très intéressantes. Parce que la différence majeure entre les pays anglo-saxons et la France, c'est que la tradition philanthropique a fait que le mécénat a toujours été très développé, particulièrement aux États-Unis. Tandis qu'en France, la tradition, c'est le mécénat d'État. Depuis Colbert, la Révolution, les Jacobins, c'est le centralisme et le mécénat d'État, le soutien public. Et le soutien public, seul par rapport au marché, ça me paraît ne pas correspondre tout à fait au pluralisme qu'il faut pour assurer la liberté de l'artiste. Il me semble que l'ouverture est très bonne et que si on prend des mesures juridiques et fiscales en faveur du mécénat, il est bien évident que d'un certain point de vue, ça revient à une subvention par l'ensemble des contribuables, comme si c'était de l'argent public. Mais ça donne une pluralité de choix, une ouverture, et souvent, ça incite aux acquisitions. Ça a une valeur d'incitation. Par conséquent, je crois que toutes les mesures qui ont été prises depuis 1970, les unes après les autres, mais très récemment, de manière accentuée, en faveur du mécénat, sont des mesures qui doivent favoriser et le marché et la condition des artistes. C'était Les Chemins de la Connaissance. Cette semaine, l'art contemporain en son marché avec Raymond Moulin, sociologue. Lecture Christophe Brault, équipe de réalisation Claire Levasseur, Catherine Dérété, Anne-Pascale Desvignes, Philippe Piguet. Une documentation est disponible sur franceculture.com.